Oui, bonjour, un grand merci pour cette invitation. Je découvre aussi avec grand plaisir qu'Angélique est là, donc ça me fait énormément plaisir. Et donc, Bonne formation. merci. Donc, on se verra après. Donc, un grand merci pour cette invitation. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous raconter un petit peu les travaux, un choix arbitraire de quelques expériences ou quelques travaux qu'on a fait dernièrement. Donc, je pense que vous voyez mon écran là. C'est bon? Parfait. Parfait. Donc, ce qui m'intéresse historiquement, c'est tout ce qui soit lié à la cognition, à l'apprentissage, à la mémoire, à la perception du monde, ce qu'on englobe généralement sous le grand terme justement cognition. Et donc, effectivement, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi s'intéresser à la cognition, un grand phénomène aussi complexe, à partir d'un choix d'un modèle animal qui est l'abeille. Parce qu'effectivement, si on prend une première approche assez simpliste qui comparerait, par exemple, ce que vous voyez ici, qui est le cerveau humain avec un volume assez conséquent, 1350 cm3, avec une quantité impressionnante de neurones, 100 milliards de neurones, avec le cerveau d'un insecte, le cerveau d'une abeille, par exemple, que vous voyez ici. Et évidemment, les deux schémas ne sont pas à la même échelle, hein, parce que s'il fallait représenter à la même échelle, le cerveau de l'abeille serait un point, même un pixel dans l'image, même pas. Donc, un cerveau qui fait 1 mm3 et qui n'a qu'un million de neurones, justement, la question c'est, mais à quoi bon s'intéresser à ce cerveau qui aurait des capacités forcément limitées, vu le nombre de neurones, vu la taille? Donc, il y a plusieurs réponses possibles pour contester cette argumentation. Déjà, la biologie, tout simple, puisque les abeilles que vous voyez dans la nature, les abeilles butineuses, ont une caractéristique assez unique qui est être un pollinisateur floral constant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'avait déjà observé Aristote il y a longtemps, les abeilles qui butinent dans la nature ne passent pas d'une espèce florale à l'autre dans un même vol de butinage. Absolument pas. Elles restent toujours fidèles à la même espèce florale tant que celle-ci reste profitable en termes de récompense de nectar ou pollen, qui sont les ressources alimentaires recherchées. Donc, les abeilles travaillent à la chaîne, pour ainsi dire. Elles ne changent pas de la rose à la marguerite, mais restent toujours sur la marguerite tant qu'il y a une récompense là-dedans. Et on sait aujourd'hui que l'explication de cette constance florale, c'est justement que les abeilles apprennent et mémorisent, hein, j'espère que vous voyez mon curseur là, que les abeilles apprennent et mémorisent les traits sensoriaux des espèces florales exploitées. Et c'est ça qui leur permet justement de reconnaître l'espèce sur laquelle elles sont en train de travailler et doivent continuer à travailler. Elles mémorisent les couleurs, les odeurs, les formes, la position dans l'espace, etc., etc. Donc, ces petites abeilles butineuses que vous voyez ici font des centaines, voire des milliers de vols de butinage au cours de leur vie utile, et tout ça est guidé justement par l'apprentissage et la mémoire. Donc, pour les chercheurs qui s'intéressent à ces capacités, on a là une petite mine d'or pour étudier ces capacités. Non seulement ça, mais on ajoutera un autre argument important, c'est que, comme vous allez le voir, ces animaux peuvent être entraînés dans le laboratoire par le chercheur pour résoudre des problèmes particuliers, pour résoudre des tâches complexes et justement pour ainsi avoir des réponses à des questions posées. Ces abeilles vont être extrêmement coopératives pour travailler pour vous et répondre à vos questions tant que vous serez capable de leur donner, par exemple, la gouttelette d'eau sucrée qu'elles viendront chercher dans le laboratoire qui remplace le nectar qu'elles ramèneront à la colonie. Et donc, elles feront des centaines, dizaines d'allers-retours entre la ruche et le laboratoire pour travailler et répondre à vos questions. Donc, on dira aussi que ce qui a été utile, et notre équipe a beaucoup travaillé là-dessus aussi au cours des années, c'est d'avoir conçu ce qu'on appelle des méthodes invasives, c'est-à-dire la possibilité de rentrer dans ce petit cerveau, quantifier l'activité, mesurer les réseaux qui sont actifs lors de cette tâche ou lors d'une autre tâche, pour comprendre comment la résolution de problèmes se fait dans ce petit cerveau. C'est aussi un des animaux, une des espèces pour laquelle le génome, la bibliothèque de gènes, pour ainsi dire, est entièrement séquencé, décodé. On n'en parlera pas trop aujourd'hui de ça, mais ça donne aussi des avantages absolument remarquables pour la recherche. Et finalement, je dirais que pour le chercheur, dans mon cas, qui s'intéresse à non seulement savoir ce que l'animal est capable de faire
mais aussi, surtout, c'est ça la neurobiologie du comportement, je suis un neurobiologiste du comportement, mais comment et où dans le cerveau ceci se passe, eh bien, c'est là où le désavantage, entre guillemets, devient un avantage. On avait parlé d'un cerveau petit avec même pas 1 million de neurones, eh bien, peut-être justement que c'est un avantage dans le sens de dire que s'il s'agit de trouver le réseau responsable d'une telle capacité, statistiquement, c'est plus simple de le trouver là où il y a 950 000 neurones que là où il y a 100 milliards de neurones. Donc, c'est là où, comme je dis, le désavantage devient peut-être un avantage. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous présenter quelques questions. C'est surtout comprendre le potentiel de ce petit cerveau d'abeille, 1 mm3. De quoi est-il capable et comment ses performances sont assurées par ce petit cerveau. Donc, est-ce que ces capacités restent-elles au niveau élémentaire? Je veux dire par là, évidemment, on peut imaginer que comme la plupart des animaux vivants, même les plus simples, il y a possibilité d'apprendre des associations simples. Par exemple, jaune veut dire récompense, bleu veut dire punition. Vous voyez, c'est des simples liens entre l'événement 1 et sa conséquence, l'événement 2 et sa conséquence, etc. Ça, évidemment, on pourra bien imaginer que les abeilles sont capables. Mais est-ce qu'il y a des capacités cognitives qui vont au-delà de ces apprentissages simples? Est-ce qu'elles peuvent apprendre des règles conceptuelles? J'expliquerai par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'elles peuvent, par exemple, apprendre des concepts numériques? Est-ce qu'elles comptent, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer que certaines capacités qu'on croyait il y a très peu de temps être la prérogative de l'homme, des primates pour ainsi dire, vont être finalement assurées par ce petit cerveau? Donc, et ce qui nous permettrait aussi d'avoir quelque part un regard changé sur la nature, quelque part, parce que si finalement on admet qu'on n'est pas si spéciaux que ce que l'on croit, ben, il faudrait donc se poser plein de questions sur la position de l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces qui l'entourent et ainsi de suite. Donc, est-ce que ces abeilles, bon, apprennent, est-ce qu'elles forment des mémoires à long terme? Jusqu'à quel point leur mémoire est efficace, stable dans le temps? Où sont stockées ces mémoires dans ce cerveau d'abeille que vous voyez là représenté? Et finalement, une question tout à la fin qui aura un impact sociétal, pour ainsi dire, c'est comment les pesticides, qui sont toujours dans le débat actuel au niveau sociétal, vous le savez parfaitement, comment ces pesticides affectent-ils le cerveau des abeilles? Voilà ce que je voudrais faire aujourd'hui, j'espère que c'est clair. Et donc, je vais commencer par parler de ce dont ce petit cerveau est capable. Et je voudrais parler surtout, pour donner un exemple, hein, parmi plein d'autres, de l'apprentissage de concepts chez les abeilles. Qu'est-ce que ceci veut dire? Donc, je voudrais citer un grand psychologue expérimental, Thomas Senthal, américain, qui a été un des premiers à parler d'apprentissage de concepts, qui est notre capacité à apprendre à résoudre des problèmes à partir de relations entre objets ou événements de l'environnement. Donc, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on apprend à résoudre un problème non pas par l'objet ou les objets eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas la couleur de l'objet qui compte, c'est pas sa forme, etc., mais parce qu'on comprend que ce qu'il faut extraire du problème, c'est une relation entre objets qui donne la solution au problème. C'est-à-dire c'est des relations qu'il faut extraire d'une problématique pour trouver la solution à un problème, et ces relations peuvent lier des objets qui sont tout à fait différents en termes de nature physique. Donc, vous ne pouvez pas rester sur la couleur, sur la forme, etc. Il faut comprendre qu'il y a une relation au-dessus de l'objet lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on peut apprendre à résoudre un problème en réalisant que, par exemple, entre deux objets qui changent tout le temps, ce n'est pas toujours les mêmes objets, ils changent de couleur, etc., mais qu'il y a une règle quand même qui donne la solution au problème, qui est de choisir, par exemple, toujours le plus grand. Par exemple, on me présente un éléphant et une fourmi, ben, je choisis l'éléphant. Je choisis la tour Eiffel et une maison, je choisis la tour Eiffel. Vous voyez, les objets n'ont absolument rien à voir entre eux, ni en couleur, ni en forme, ni en utilité, etc. Mais quand même, je suis capable de voir qu'il y a une relation de taille qui détermine un choix correct ou un choix incorrect. Par exemple, il y a plein de relations qu'on est capable d'extraire. Par exemple, choisir un objet qui est au-dessus d'une certaine référence. Choisis toujours l'objet au-dessus d'une ligne horizontale. Peu importe l'objet, bon, si tu choisis au-dessous, c'est faux. L'objet changera tout le temps, mais tu as compris que la règle, c'est choisir au-dessus de, par exemple, ou à droite de, ou à gauche de, et ainsi de suite.
Et donc, pour tester si ces abeilles sont capables de faire ça, et ce n'est pas un problème trivial, hein, parce que justement, pour vous situer dans le contexte, c'est typiquement un problème que on étudie au niveau de l'enfant, pour savoir à partir de quel âge il commence à s'abstraire des objets pour aller vers des relations. Et pour vous donner une idée, c'est typiquement autour de l'âge de 6 ou 7 ans. Avant, les enfants ne réussissent pas parce qu'ils restent sur les objets eux-mêmes sans comprendre qu'il y a une relation qui donne la solution au problème. Donc, et pour étudier si les abeilles donc, sont capables de ceci, on a choisi une relation particulière qui est la relation d'équivalence. En anglais, la règle de sameness, ça vient de to be the same. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est un problème qu'on étudie à partir d'un protocole qui s'appelle en anglais Delay Matching to Sample. Il n'y a pas de bonne traduction en français, malheureusement. Mais ça veut dire tout simplement qu'on va présenter un objet au sujet expérimental. Donc imaginez, je ne sais pas si vous me voyez là en même temps que ma présentation, peut-être pas, mais imaginez que, par exemple, j'ai là, dans ce moment-là, dans ma main, mon portable. Je vous montre mon portable. Et là, vous ne faites rien. Vous regardez juste ce que j'ai dans la main. Voilà, donc c'est fini. Et juste après, je vous présente deux objets. Je vous présente d'un côté le portable, d'un autre côté la souris de mon ordinateur. Voilà, j'ai ces deux objets dans la main. Et il faut choisir un des deux. Un choix sera correct et l'autre sera incorrect. A priori, vous ne pouvez pas savoir quelle est la règle qui guide au choix correct. Mais sachez qu'il faut choisir le portable. Ensuite, je vous montrerai un stylo. Voilà, je vous montre un stylo. Et suite à quoi, je vous montre un stylo et un petit pot de colle. Et bien là, il faut encore choisir le stylo qui sera correct. Pourquoi? Parce que la règle qui donne la solution au problème, c'est choisis ce qu'on te montre précédemment, indépendamment de ce qu'on te montre. J'avais montré le portable, ben par la suite, il faut choisir le portable. J'avais montré le stylo, il faut choisir le stylo. Peu importe l'objet, son utilité, sa couleur, c'est la règle qui compte. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. C'est pour ça que c'est la règle de sameness, choisir the same, la même chose. J'espère avoir été clair. Et donc voici comment on fait ceci avec une abeille. Vous voyez ici la petite abeille dans l'image. Vous voyez qu'elle est marquée avec un petit point de couleur vert sur l'abdomen pour savoir que c'est l'abeille qui est entraînée et qui vient dans le laboratoire travailler. D'ailleurs, vous voyez qu'au milieu, il y a un microdispositif pour fournir de la solution sucrée et au milieu d'une image. Et donc ces abeilles sont entraînées à venir dans le laboratoire où il y aura un labyrinthe en Y. Elles sont déjà entraînées à travailler dans ce labyrinthe en Y. Et à l'entrée du labyrinthe en Y, il y aura un disque jaune avec un trou au milieu. Donc c'est ce qu'elle voit à l'arrivée, c'est ce que je lui montre à l'arrivée. Elle passe par le trou et là, elle doit faire un choix entre deux objets. Vous voyez, un disque bleu et un disque jaune. Et comme la règle est choisis ce que je te montre, donc il faut aller vers le disque jaune pour obtenir la récompense de solution sucrée. Si elle va vers le bleu, c'est faux, et elle est expulsée du labyrinthe, elle doit tout refaire, elle perd du temps, elle déteste ça, etc. 3 minutes après, elle revient et, surprise, à l'entrée, il y a maintenant un disque bleu qui était précédemment puni. Mais peu importe, puisque la règle veut que, puisque c'est bleu qui est montré maintenant à l'entrée, ben, il faut rentrer et choisir du bleu. Donc voici le problème, jaune, jaune, bleu, bleu, et ainsi de suite. Et même si les abeilles arrivent à maîtriser ce problème, ce n'est pas suffisant pour montrer qu'elles utilisent une règle. Pour montrer qu'il y a une règle abstraite, pour ainsi dire, il faut mettre les abeilles dans une situation nouvelle et absolument déroutante. En principe déroutante. Donc ces abeilles entraînées sur cette alternance de couleurs que vous voyez ici, à un moment donné, elles arrivaient et trouvaient ceci. Vous voyez, donc pas de couleur, il y a des disques achromatiques, donc blanc et noir, soit verticaux, soit horizontaux. Donc soit il y a deux possibilités en théorie, soit l'abeille est tout à fait déroutée parce qu'elle voit ça pour la première fois, elle commence à tourner en rond sans trop savoir quoi faire, soit elle a une règle. Et à ce moment-là, en arrivant ici, peu importe que c'est la première fois qu'elle voit ce disque vertical, elle va rentrer et choisir le vertical. Et dans ce cas-ci, elle va avoir l'horizontal et rentrer et choisir l'horizontal. L'expérience est faite dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un groupe d'abeilles entraînées sur les couleurs, comme vous avez vu, et puis testé sur les patrons, comme vous venez de voir, et un deuxième groupe qui est, lui, entraîné tout au long de plusieurs visites sur les patrons blancs et noirs, et ensuite testé sur les couleurs comme nouvelle situation. Voici ce que ça a donné. Donc ici, vous voyez l'entraînement et vous voyez deux courbes, donc une bleue pour les abeilles qui sont entraînées avec les patrons blancs et noirs
et une rouge pour les abeilles qui sont entraînées avec les couleurs. Donc, par exemple, en rouge, c'est jaune, jaune, bleu, bleu, et ainsi de suite, tout au long de la journée. Et puis, les autres, c'est vertical, vertical, horizontal, horizontal, tout au long de la journée. Je dis tout au long de la journée parce que ce que vous voyez ici, c'est des blocs de 10 visites au laboratoire, au labyrinthe. Ça fait 60 allers-retours entre la ruche et le laboratoire. Pour donner une idée, ça fait une journée entière de travail, sans pause de midi, évidemment, pour l'abeille. Et vous voyez qu'à la fin de la journée, ces petites abeilles, elles sont déjà pas mal du tout dans leurs problèmes respectifs parce que 75% de choix corrects pour une abeille, c'est pas mal déjà. Mais le moment intéressant vient là. Donc, arrivé ici, donc, les deux groupes vont être confrontés avec la situation nouvelle respective. Les abeilles entraînées sur les couleurs, ici en rouge, vont arriver, vont voir à ce moment-là, donc pour la première fois, un disque vertical ou horizontal, blanc et noir à l'entrée. Et voici ce qui s'est passé dès le premier choix. Ces abeilles ont préféré vertical, s'il y avait vertical à l'entrée. C'est l'échantillon à l'entrée, vous voyez ici. Si l'échantillon à l'entrée était horizontal, elles sont rentrées dans le labyrinthe et elles ont choisi l'horizontal. Les abeilles entraînées sur les motifs blancs et noirs, donc arrivées ici, donc reviennent au labyrinthe et pour la première fois, elles trouvent un disque bleu. Et s'il y a bleu à l'entrée, elles rentrent et choisissent du bleu. Et s'il y a jaune à l'entrée, elles rentrent et choisissent du jaune. Bon, vous voyez donc qu'elles sont bien capables d'apprentissage de cette règle conceptuelle, choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre, la règle d'équivalence, la règle de sameness en anglais, et ce, indépendamment de la nature physique des stimuli, des images qu'on a utilisées, parce que c'est pas seulement des couleurs, mais il y a des motifs achromatiques. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais même dans ces expériences, on montre qu'elles transfèrent la règle entre couleur et odeur. Vous voyez que ce n'est pas lié à une modalité sensorielle particulière. Et je n'ai pas non plus le temps de vous montrer ça, mais elles peuvent apprendre aussi la règle opposée, et aussi avec une maîtrise totale, c'est-à-dire la règle choisit le contraire de ce que je te montre, indépendamment de ce que je te montre. Si je te montre du jaune, ben, il faut aller vers le bleu. Si je te montre du vertical, il faut aller vers l'horizontal. Elles apprennent aussi à maîtriser ces règles parfaitement. Et depuis, évidemment, notre équipe a beaucoup travaillé sur l'apprentissage de concepts parce que c'était une petite révolution de montrer que bon, ben, les abeilles ne font pas simplement des apprentissages simples, comme on aurait pu s'attendre, mais qu'elles vont vraiment dans une élaboration conceptuelle que, il y a quelques années, on croyait, comme je disais, être seulement une capacité de l'humain et de quelques singes ou de quelques vertébrés. Là, donc, ça change quelque part le regard qu'on porte sur ces petites créatures et sur nous-mêmes, quelque part, en termes de unicité et exceptionnalité. Donc, quelque part, ça nous force à être plus humbles par rapport au regard qu'on porte envers nous-mêmes et la nature qui est autour de nous. Et on a montré qu'elles sont capables de résoudre plein d'autres concepts, par exemple des concepts, comme je disais, spatiaux, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, à droite, certaines références, hein, et aussi des concepts de numérosité, je vais m'expliquer, et aussi la maîtrise simultanée de deux règles conceptuelles en même temps. Par exemple, ce travail-là, vous voyez l'image là, c'est tiré d'un travail qu'on a fait qui montre que les abeilles peuvent extraire deux règles différentes et les utiliser simultanément. Quelles sont ces deux règles-là? Ben, l'image le dit. Elles ont appris qu'il y avait deux images. Vous voyez ici une et l'autre là. J'espère que vous voyez mon curseur, hein. Donc, une là et l'autre là. Et donc, il y a une relation spatiale particulière entre les deux images. L'une est au-dessus de l'autre, parce que si je les mets horizontalement, l'une adjacente à l'autre, c'est pas bon. Il faut que l'une soit au-dessus de l'autre. Et la deuxième règle est que, en plus, les deux images doivent être différentes. Si on met la même image dans la bonne relation spatiale, c'est faux et elles n'y vont pas. Il faut non seulement qu'il y ait la bonne relation spatiale, mais que les deux images soient différentes. Elles apprennent justement à combiner les deux règles pour choisir correctement. Mais je parlais aussi de numérosité, c'est-à-dire la numérosité, c'est l'existence d'un sens numérique chez les animaux. C'est tout simplement, pour le dire simplement, la capacité à compter. Et justement, je vous raconte que oui, elles sont capables de compter. Et c'est un travail qui avait fait par un ami et collègue avec qui on a beaucoup travaillé, Xiaowu Chang, qui est chinois, évidemment, comme son nom l'indique, mais qui était professeur pendant presque toute sa vie à l'université de Canberra en Australie.
Et donc, il a utilisé justement exactement le même protocole que je vous ai expliqué, le protocole de la règle de sameness, ce qu'on vient de voir ensemble, hein. Il a utilisé ce protocole pour démontrer qu'elle comptait. Donc, vous voyez ici dans cette image, c'est son labyrinthe à lui qui est un peu différent du mien, mais le principe est le même. L'abeille, elle arrive ici, ça c'est l'entrée, il y a l'orifice d'entrée là. Et là, en bleu, ça veut dire tout simplement qu'il montre une image, l'image que l'animal doit utiliser pour faire son choix. Et il rentre dans cette chambre-là, et là, il y a deux images, vous voyez, une là et une autre là. Les deux donnent accès à une chambre circulaire, mais ici, il n'y a rien. Mais là, il y a une récompense de solution secrète. Vous voyez ici, un nourrisseur. Donc, l'abeille doit appliquer la même règle, seulement que la règle ici, c'est quelque part la même règle d'avant. Choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Mais cette fois-ci, c'est basé sur le nombre. OK, vous voyez, il montre ici à l'origine deux étoiles jaunes. L'abeille, elle rentre, et là, et puis elle va voir ici deux cercles bleus et trois cercles bleus. Que choisir? Eh bien, si on est capable de compter, il faut choisir deux, puisqu'on a vu deux à l'entrée. Deux étoiles jaunes, ben, deux cercles bleus. Comprenez que ce qu'il fait, c'est changer évidemment les images, que c'est plus deux étoiles, que maintenant c'est deux cercles, qui change le diamètre, qui change la taille, qui change tout, juste pour qu'il n'y ait que le nombre qui reste comme prédicteur de la bonne réponse. Donc, par la suite, l'abeille va revenir et puis elle va trouver, par exemple, trois étoiles jaunes à l'entrée. Et quand elle arrive au point de décision, bah, cette fois-ci, il faut choisir les trois cercles bleus, puisque trois à l'entrée, et pas deux. Okay, donc il fait ça avec plein de nombres et plein de variations d'images, etc., pour voir que c'est juste le nombre qu'elles sont capables d'extraire pour trouver la solution à un problème. Et en fait, c'est choisi le nombre que je te montre, indépendamment du nombre montré. Et bon, pour faire courte cette histoire, il a montré effectivement qu'elles étaient capables de faire ceci et qu'elles pouvaient résoudre le problème jusqu'à 5 objets, c'est-à-dire qu'elles peuvent compter jusqu'à 5 et que ce qui est déjà pas mal, hein, puisque on a montré l'existence d'un sens numérique, de la capacité à compter chez les primates, et ça s'arrête à 7 à peu près. Chez certains oiseaux, comme les corvidés, les corbeaux par exemple, ça s'arrête aussi au 6 à 7. Donc les abeilles avec 5, c'est pas mal du tout. Donc, encore une fois, découverte assez spectaculaire pour nous ouvrir les yeux sur les capacités assez remarquables de ces petits insectes. Et je voudrais juste vous montrer une expérience qu'on a faite dernièrement, pas longtemps, qui est liée à ce sens numérique et qui était de se poser la question de si ces abeilles qui comptent ont aussi ce qu'on appelle une ligne mentale numérique. Qu'est-ce que c'est que cette ligne mentale numérique? Donc, nous, vous le savez parfaitement, quand on se représente les nombres, on les représente mentalement 1, 2, 3, 4, 5, les plus petits toujours à gauche et les plus grands à droite. Donc, on tend à aligner les nombres du plus petit au plus grand de gauche à droite. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la ligne mentale numérique. Certains disaient et disent que cette ligne mentale numérique est culturelle, puisque c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire, hein, c'est comme ça qu'on nous apprend les nombres. Et ils ont quelque part raison dans le sens où, certes, la culture va avoir une influence pour ce type de représentation, mais ils ont tort dans le sens où, effectivement, il y a eu plein d'expériences par la suite qui ont montré que cette ligne existe dès la naissance, donc sans culture. Donc après, la culture peut l'accentuer ou la changer dans les cultures qui écrivent à l'envers par rapport à nous, par exemple, mais elle est déjà là dès la naissance. Et ça a été montré par des collègues avec qui j'ai travaillé, justement, Rosa Rugani, qui est une spécialiste de la cognition numérique chez les vertébrés, et Catherine Thévenot, qui est une spécialiste de la cognition numérique chez les bébés. Rosa est à l'université de Padova en Italie et Catherine est à l'université de Lausanne en Suisse. Et on avait beaucoup échangé et en se disant, oui, bon, d'accord, elles comptent, mais est-ce qu'elles ont comme nous cette ligne mentale numérique? Puisque les bébés l'ont, les nouveau-nés. Vous me direz, comment on sait qu'un nouveau-né a ça? Eh bien, l'expérience est très, très amusante. On a un nouveau-né qui est couché, évidemment, et en haut, on lui présente un écran avec
avec, par exemple, 8 objets. On va dire 8 objets qui sont montrés dans l'écran. Le bébé regarde, là, il est là. Et puis, on éteint l'écran et puis on allume deux écrans identiques à droite et à gauche qui présentent cette fois-ci 3 objets, 3 et 3. Les mêmes objets, 3 et 3 à gauche et à droite. Et on va voir que, puisque c'est plus petit que 8, les enfants regardent plutôt à gauche. Si cette fois-ci, on allume les écrans et on présente, je ne sais pas, 15 et 15, ils vont regarder 15 plutôt à droite. L'idée n'est pas que les bébés comptent, les nouveau-nés ne comptent pas 8, 3 et 15, mais ils sont capables de savoir plus ou moins par rapport à une quantité à laquelle ils ont été habitués. Donc, on voulait savoir si les abeilles, c'était pareil. Et voilà ce qu'on a fait. C'était une expérience pour moi, quelque part, comment dire, c'était ma thérapie du Covid. Parce que pendant le Covid, j'étais, comme vous, confiné et je ne pouvais pas aller au laboratoire, mais j'habitais dans la campagne toulousaine à ce moment-là. Et donc, j'avais un beau jardin et je pouvais entraîner mes abeilles à venir dans un labyrinthe, mais je n'avais pas de labyrinthe. Donc, dans mon petit atelier, j'ai transformé vous voyez, une caisse de vin dans un labyrinthe. Malheureusement, Château Fontarnet ne finance pas mes recherches, c'est malheureux, mais bon, je crois pas qu'ils seraient intéressés par ça. Mais vous voyez, c'est un labyrinthe dans lequel les abeilles vont rentrer par une porte coulissante, là, et puis ils arrivent et ils vont voir, par exemple, au fond du labyrinthe, trois cercles noirs. Là, il y a, vous voyez, l'abeille est marquée avec un point blanc, ici l'abdomen, là, il y a 3 cercles noirs. Elle reviendra par le site, il y aura 3 carrés noirs ou 3 triangles noirs. Ça changera tout le temps, la disposition, etc. Mais l'abeille va être habituée à 3. Donc voici la boîte, vous voyez, ça s'ouvre, l'abeille rentre, 3 là. Et puis à un moment donné, on va faire comme les bébés, c'est-à-dire on va éliminer le 3 où il y avait la récompense tout le temps. Il n'y aura plus rien au milieu et on va présenter du côté gauche et droite en tournant ces deux parois-là, ben, par exemple 1 et 1 ou 5 et 5. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est le même principe. Et on va voir ce que l'abeille va faire. Ça, c'est juste pour vous montrer comment elles viennent rapidement pour travailler pour vous. Tac. Et là, elle arrive, vous voyez qu'elle est marquée, un point blanc sur le thorax, elle obtient la récompense, ça c'est un 3. Et donc voilà, donc est-ce qu'elle préférera un côté spécifique quand on présente les deux images? Et est-ce que ce côté variera en fonction du nombre qui est affiché, soit 1 ou 3? Donc voici, donc l'idée c'est entraînement à 3 et ensuite test avec 1 et 1 ou test avec 5 et 5. J'espère que le principe est clair. Et voici ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, entraînement avec 3, test avec 1 et 1. Et ça, c'est les exemples de 3 qu'on a utilisés, les exemples de 5, vous voyez, ça change, etc. Ce n'est pas les mêmes tout le temps. Et voici ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez le tout premier choix de l'abeille dans la situation de test, quand on lui montre les deux images. Par exemple, 1 et 1. Okay, vous voyez, nombre testé, c'est 1 et 1. Et ça, c'est le choix de l'alternative gauche. Donc, vous voyez très bien que ces abeilles entraînées à 3, quand on a montré 1 et 1, elles ont préféré, mais vous voyez, au premier choix, presque à 100%, aller du côté de 1 à gauche. Okay. Au contraire, quand on leur a présenté 5 et 5, elles n'ont pas préféré 5 à gauche. Vous voyez, c'est très bas, ça veut dire qu'elles ont préféré 5 à droite. Donc, effectivement, elles ont aligné les nombres comme nous, 1 à gauche de 3 et 5 à droite de 3. Ça, c'est la même chose, mais là, on ne fait pas juste le premier choix, mais on les laisse choisir pendant 30 secondes. Mais vous voyez que c'est le même principe, hein, les choix cumulés, ça montre la même chose. Donc, effectivement, les abeilles ont choisi, entraînées à 3, ont choisi 1 à gauche et 5 à droite, comme nous par rapport à une ligne mentale numérique. Mais une caractéristique de cette ligne, c'est que tout dépend de quel est votre nombre de références. Donc, on avait choisi 3, mais évidemment, si on choisit un autre nombre, peut-être que l'alignement change. Et voici ce qu'on a fait. Donc, on a pris 2 groupes d'abeilles cette fois-ci, et un groupe d'abeilles a été entraîné à 1. 1, 1, 1 tout le temps. Évidemment, les 1, c'est un disque noir, un carré noir, un triangle noir, position dans l'espace change, etc. Et un autre groupe a été entraîné à 5, 5, 5, 5 ici, vous voyez. Et puis, on a testé ces 2 groupes avec 3 et 3. Vous voyez, le test est le même pour les 2 groupes. Il y a 3 et 3, mais un groupe d'abeilles vient de 1 et un autre groupe d'abeilles vient de 5. Donc, effectivement, si la ligne numérique existe bon, pour le groupe de 1, 3 devraient être à droite, et pour le groupe de 5, 3 devraient être à gauche.
Et voici ce qui s'est passé. Donc, le test est toujours sur 3, donc on représente le choix de 3 à gauche. Et vous voyez que pour les abeilles qui viennent de 1, pardon, pour les abeilles qui viennent de 1, okay, donc entraînées à 1, ben, elles n'aiment pas 3 à gauche, ça veut dire qu'elles préfèrent 3 à droite. Effectivement, 3 est à droite. Pour les abeilles entraînées à 5, cette fois-ci, euh, elles ont préféré 3 à gauche, ce qui est cohérent avec cette ligne mentale numérique où 3 se situe à gauche de 5. Donc vous voyez, c'est assez remarquable parce que l'association du nombre avec le côté droit ou gauche, comme chez nous, n'est pas absolue, mais dépend de la référence que vous prenez. Si vous êtes entraîné à 1, ben, 3 est du côté droit. Si vous êtes entraîné à 5, 3 est avec le côté gauche. Donc ça montre que non seulement ces abeilles comptent, mais que la convergence de la représentation du nombre par rapport à l'espace est aussi très similaire à ce qu'on a nous et d'autres vertébrés. Donc cette ligne mentale numérique paraît être une propriété de systèmes numériques biologiques de nombreux cerveaux et l'explication qu'on a pour ceci, c'est parler de la latéralisation de ces cerveaux qui permettent de traiter par exemple des quantités supérieures de meilleure façon avec là où il y a plus avec l'hémisphère droite par exemple dans le cas de l'abeille et l'hémisphère gauche destiné à des quantités plus réduites. Donc sachez qu'effectivement le cerveau de l'abeille est latéralisé. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer des expériences là-dessus, mais c'est le cas et ça donnerait une explication sur laquelle on est en train de travailler pour montrer qu'effectivement, c'est la base de cette ligne mentale numérique. Donc, j'espère qu'avec ces deux expériences, la règle conceptuelle et le sens numérique et cette ligne mentale numérique, euh, on a compris que ces petites bêtes sont spéciales quand même. C'est pas des êtres frustres, comme j'entendais parfois de collègues dire quand ils parlaient d'insectes. On est vraiment dans une élaboration très complexe par rapport à des capacités cognitives. Hein. On est loin d'apprentissage associatif simple. Je vous parlais de lien simple. Là, on n'est pas du tout dans le lien simple. Je voudrais cette fois-ci parler un petit peu d'apprentissage olfactif, parce qu'on a vu l'apprentissage dans le domaine du visuel jusqu'à maintenant, pour, vous montrer d'autres capacités. Et l'apprentissage olfactif est intéressant parce que, comme vous pouvez l'imaginer, vu la présence d'odeurs florales dans les fleurs et vu l'activité du butinage qui dépend de l'apprentissage, c'est des informations absolument cruciales pour cette constance florale dont on parlait au début. Donc elles apprennent très bien les odeurs. Et voici un protocole qui nous permet d'étudier l'apprentissage des odeurs dans le laboratoire. Cette fois-ci, on va passer non pas sur des abeilles qui bougent librement, mais on va passer sur des, pardon, excusez-moi, sur des abeilles qui sont immobilisées, vous voyez, dans des petits tubes. Pourquoi on fait ceci? Parce qu'ici, le pari est celui du neurobiologiste. Le neurobiologiste, évidemment, du comportement, sera ravi de voir que les abeilles sont capables de faire ceci ou cela, mais sera très frustré avec les expériences qu'on vient de voir, même si elles sont très jolies, parce qu'il se dira, oui, c'est génial ce qu'elles peuvent faire dans les labyrinthes, etc. Mais s'il s'agit de trouver le réseau ou la structure cérébrale qui est responsable de ses capacités pour comprendre comment ça fonctionne, ben, je ne pourrais pas le faire, parce que l'abeille est en train de voler librement entre la ruche et le laboratoire, et on n'a pas de méthode pour rentrer dans le cerveau d'une abeille qui vole et enregistrer l'activité de cet animal. Ça n'existe pas. Et donc, pour faire ceci, il fallait concevoir d'autres protocoles où les animaux ne bougent pas. C'est essentiel parce que si vous voulez enregistrer l'activité neurale, sinon, s'il y a du mouvement, ça sera bruité. Hein. C'est comme quand on vous met dans des scanners, il ne faut pas bouger, hein, vous savez très bien. Et voilà, mais néanmoins, malgré le fait de ne pas bouger, il faut que l'animal apprenne et mémorise et qu'il nous montre ceci. Et comment on fait ceci? Ben voilà, donc c'est quelque chose qui a été conçu pour étudier l'apprentissage olfactif, qui est ce qu'on appelle le conditionnement olfactif du réflexe d'extension du proboscis. Proboscis, c'est la trompe. Donc les abeilles sont immobilisées dans des petits tubes en métal, comme vous voyez, ou en plastique, comme vous voyez ici. Vous me direz comment on fait ceci? Bon, bah, c'est simple, on les capture dans un nourrisseur, on les amène au laboratoire, on les met dans le frigo 3 ou 4 minutes. Hein. Et puis elles sont endormies
Et à ce moment-là, on les met gentiment, chacune dans son petit tube, et on les laisse là pour récupérer pendant 2, 3 heures, le temps qu'elles soient affamées aussi. Donc, voici l'abeille devant un appareil qui envoie constamment un jet d'air propre vers la tête, dans lequel on peut introduire un pulse d'odeur, donc il y aura une odeur dans cette cartouche, et qui sera contrôlée à la milliseconde près et qui arrivera. Et cette odeur donc va être suivie d'une récompense alimentaire qui sera, par exemple, un cure-dent imbibé dans la solution sucrée. Donc, vous voyez ici, ça c'est la machine, ça c'est l'abeille, ça c'est le cure-dent, l'expérimentateur. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un réflexe inné. Quand vous touchez les antennes d'une petite abeille avec de l'eau sucrée, le cure-dent avec de l'eau sucrée, poum, elle tire la langue. C'est comme si je frappais votre genou avec un marteau et la jambe s'étire, c'est le même principe, c'est inné, c'est pas appris. Mais ce qu'on veut faire ici, c'est apprendre à l'abeille que juste avant la récompense, il y a l'odeur. De sorte que cette odeur qui ne veut rien dire, pour laquelle il n'y a aucune réaction, comme elle anticipe l'arrivée de récompense, sera par la suite associée à cette récompense et va acquérir la capacité à déclencher l'extension de la trompe, l'extension du proboscis. Parce que odeur voudra dire sucre. C'est la fameuse expérience du chien de Pavlov qui apprenait à associer le son de la cloche avec la viande et qui apprenait à baver à la cloche parce que cloche voulait dire arrivée de viande. C'est le même principe. Donc voici comment ça se passe. Vous voyez l'abeille d'en haut immobilisée, donc elle ne peut pas s'échapper. Il y a juste les antennes qui peuvent bouger, les pièces buccales pour ainsi dire. Et là, vous allez voir un carré rouge le moment où l'odeur arrive la première fois. L'abeille ne connaît pas cette odeur, donc il n'y a pas de réaction particulière, vous voyez, à cette odeur. Et là, il y a le cure-dent, solution sucrée, et tac, vous voyez l'extension de la trompe du proboscis. L'abeille a léché le sucre, et en ce faisant, donc, elle a fait une association odeur veut dire sucre, et normalement, hein, odeur saccharose. Et donc, ce qui va se passer maintenant, regardez, si je donne l'odeur toute seule, en absence de sucre, voici ce qui se passe. L'odeur arrive, là, et tac, en absence de sucre, l'abeille tire la langue parce que pour elle, odeur veut dire sucre. Vous voyez, c'est un protocole idéal parce que l'animal est immobilisé, ce qui nous permet d'accéder au système nerveux, je vais vous le montrer par la suite, et en même temps, elle apprend et mémorise parfaitement. Parfaitement, c'est le cas de le dire parce que je vous ai montré dans le film une fois odeur sucre, donc imaginez ici une fois odeur sucre, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois. Et là, je vous représente le pourcentage d'abeilles qui étirent le proboscis, la trompe, à l'odeur. Je l'appelle odeur A+, tout simplement le plus parce que c'est récompensé. Arbitrairement, je l'appelle odeur A. Et regardez comment ça marche. Ça, c'est une courbe d'apprentissage typique. Vous voyez que au bout d'un essai, bon, déjà la moitié d'abeilles aura appris, et au bout de 2 essais, bon, vous voyez, presque 80% ou même 90% des abeilles auront appris. Et si vous imaginez qu'il y a à peine 5 minutes entre chaque essai, hein, vous voyez que ça va incroyablement vite. Non seulement ceci, mais la mémoire est spectaculaire. Parce que si je prends mes abeilles et je les garde dans un incubateur au noir, en les nourrissant régulièrement avec de l'eau sucrée, mais sans odeur, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec ce qu'elles ont appris. Je les garde là en vie pendant 2 semaines, ce qui est la vie utile d'une butineuse. Et au bout de 2 semaines, je les ramène au dispositif. Je dis, bon, ben allez, maintenant, les filles, est-ce que vous vous rappelez de l'odeur que je vous ai donnée ici, que vous avez appris? C'était l'odeur A, c'était l'odeur B ou c'était l'odeur C? Typiquement, voici ce qu'on a dans ce type d'expérience. Moi, je dis toujours à mes étudiants à l'université, faites comme ça serait super. Euh, Ils sont quand même bons aussi. Et l'avantage, c'est qu'on a un accès au cerveau. Pourquoi? Parce que la cuticule, donc la surface externe du corps d'un insecte, comme d'un crustacé d'ailleurs, c'est une armure. Okay, c'est matériel inerte, non innervé. Donc on peut ouvrir une petite fenêtre donc pour accéder au cerveau et faire l'enregistrement. Et on peut par la suite, ce qu'on fait, c'est replacer, on va dire comme ça, le couvercle, le coller pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc c'est un grand avantage qu'effectivement on ne peut pas faire avec des vertébrés, bon, pour les raisons que vous savez très bien. Donc la question que je voudrais aborder, c'est où est la mémoire olfactive de l'abeille? Et c'est important parce que ceci va me permettre d'aller vers la question des pesticides par la suite. Donc, pour vous expliquer comment est le cerveau de l'abeille et
comment est la partie olfactive, sachez que les récepteurs, qui chez nous sont dans la muqueuse, chez elles sont dans les antennes. Ces récepteurs vont être stimulés et à ce moment-là, pardon, donc je vais juste arrêter là, ils vont être stimulés et envoyer un message vers le cerveau. Et il y a une première structure qui traite les odeurs ici. Oh là là, ça va trop vite. Donc, il y a une première structure qui traite les odeurs ici. Et par la suite, par des voies nerveuses, ça passe à d'autres centres du cerveau. Par exemple, une structure qu'on appelle la corne latérale ici ou les corps pédonculés, peu importe les noms. Les noms, on s'en fiche. Sachez tout simplement que ça démarre ici, avec la stimulation des récepteurs olfactifs, et quelque part, ça finit dans ces grandes structures rouges que vous voyez là, qu'on appelle les corps pédonculés, ou corps en champignon par leur forme, on les a appelés comme ça. Donc ça, c'est la fin du chemin, quelque part. C'est là où on suppose qu'il y a le stockage des mémoires, etc. Je vais vous montrer maintenant, pardon, je vais vous montrer juste un hémisphère olfactif, juste la moitié. J'enlève ça en violet, qui sont les lobes optiques. Je vous montre juste cette partie-là, pour que vous voyez en plus de détails, et vous voyez là. Donc, on arrive des récepteurs dans cette structure, on passe par des voies nerveuses vers cette fameuse corne latérale et vers ce corps en champignon que vous voyez là, il y aurait un autre de l'autre côté. Hein. Et on va surtout regarder cette structure-là parce que, comme je disais, c'est la fin du chemin. C'est là où tout arrive, pour ainsi dire. Et je vais vous montrer un petit peu de détails de cette structure-là. Voici un corps champignon, en champignon, au corps pédonculé. Et c'est une structure absolument fascinante, toujours associée au substrat de la mémoire, parce que ce que vous allez arriver à voir là, regardez bien, c'est tout ce qui soit olfactif va arriver ici, dans cette partie-là. Il y aura aussi des arrivées des centres visuels, mais qui arrivent ici. Et il y aura des informations des centres gustatifs qui arrivent ici, des centres mécanosensoriels qui arrivent ici. Donc c'est une sorte de carrefour où plein d'informations différentes arrivent de différentes régions cérébrales et tout est combiné là-dedans, puisque ça c'est l'entrée du système et la sortie est là. Donc les neurones qui sortent répondent à tout, répondent à des odeurs, à la vision, au goût, etc., etc. Ça veut dire que on arrive avec des voix différentes et là-dedans, ça se combine et de sorte à créer ce qu'on appelle des représentations multimodales. Je veux dire par là, c'est que la rose n'est pas simplement l'image de la rose, mais c'est aussi son odeur, c'est son parfum, pour une abeille peut-être le goût du nectar qu'il y a dedans, etc. Et que ces représentations multimodales ben, sont possibles par des structures comme celle-ci, qui combinent les différentes informations. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ces corps pédonculés. Donc là, vous voyez un cerveau entier. Je vous rappelle, on vient de l'antenne ici, dans cette structure. De là, on va par des réseaux de neurones vers les corps pédonculés qui sont là. Donc ça, c'est un véritable couple de cerveau. Hein. Et là, je vais augmenter pour que vous voyez avec plus de détails. Je vais augmenter cette partie-là. Je vous rappelle que ça, c'est la région d'entrée. Je vous disais que là, il y avait arrivée d'informations olfactives qui viennent de là, donc tac. Là, information visuelle qui arrive des aires visuelles. Là, information gustative, etc., etc. On va élargir. J'élargis et j'ai pris juste la partie olfactive, donc qui est là, vous voyez. Donc tout ce qui vient des antennes arrive là et puis arrive là, dans cette partie-là. Encore une fois, j'espère que vous voyez mon curseur, hein, parce que j'espère que c'est possible. Et, oui, on le voit, oui. Parfait, génial, merci beaucoup. Et là, vous voyez la partie visuelle, donc tout ce qui vient des lobes optiques, là, va arriver là et pas là, et ainsi de suite. Hein. Donc, je vais encore élargir la partie olfactive, parce qu'on parle d'apprentissage olfactif. Et là, vous voyez ici, ce que vous voyez, donc l'image, et vous voyez qu'il y a des microstructures là, vous voyez, avec un point rouge au milieu et un pourtour vert. Hein. Je vous montre une en particulier, vous voyez la taille infime, 3 microns, mais c'est vraiment infime. Hein. Vous voyez comment, avec les outils de microscopie qu'on a maintenant, on peut aller résoudre et regarder ça. Et qu'est-ce que c'est que ces petits boutons rouges, verts que vous voyez là? C'est ce qu'on appelle microglomérules. Et c'est quoi un microglomérule? Le nom peut-être n'est pas important, mais il faut comprendre ce qu'on voit là. Et vous allez le comprendre très facilement parce que, en fait, les deux couleurs, c'est parce que c'est moi qui ai coloré différemment. J'ai utilisé un colorant rouge pour marquer tous les neurones qui arrivent à la structure, toutes celles qui viennent
du premier centre de traitement des odeurs ici, qui partent pour arriver là, je les ai colorés en rouge. Et ensuite, j'ai utilisé un colorant vert pour marquer toutes les neurones qui forment la structure du corps pédonculé. Donc, en fait, pourquoi je vois ça? Tout simplement parce que je vois un neurone qui arrive je vois un neurone qui arrive donc du premier centre de traitement des odeurs, qui peut-être ramène l'information de l'odeur X, hein, octanol, dit ah, moi je t'apporte cette odeur-là, et qui se fait entourer de petits neurones, ici en vert, qui forment cette structure-là et qui disent donne, je prends l'information. Donc, ce que vous voyez ici, c'est absolument pour le neurobiologiste, c'est fabuleux. C'est la connectique fine d'un cerveau. Vous voyez le neurone qui arrive et qui dit moi, je t'emmène cette info d'odeur, et les autres qui l'entourent, ils disent donne, je prends. Et vous voyez, il y en a des milliers de ces structures, et chacune donc va traiter ces informations-là. J'espère que c'est clair, parce que la question qu'on va aborder là est celle du cerveau plastique. J'avais un étudiant avec qui on a posé cette question-là. Est-ce que ce petit cerveau non seulement apprend et mémorise, mais est-ce qu'il change avec l'expérience? Est-ce qu'il est plastique? En ce moment même, votre cerveau est en train de changer, même si vous n'êtes pas conscient. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'appréhender plein de notions que vous ne connaissiez pas. Et pour ce faire, votre cerveau est en train de générer des nouvelles connexions, etc. Et votre cerveau, donc, est en train de changer. Ce qui va se passer, c'est que certaines de ces connexions seront perdues demain et vous allez oublier. D'autres non, dépendant de plein de facteurs comme la motivation, l'attention, etc., vont se rappeler parfaitement de certaines de choses que je serai en train de dire et stabiliseront ces nouvelles connexions. Et il y aura donc dans la mémoire. Il y aura donc de la mémoire. Et donc la question qu'on voulait savoir, c'est que si ce petit cerveau change au niveau de ces microglomérules, est-ce que quand il y a la mémoire qui est formée, il y a des nouveaux microglomérules qui apparaissent? C'est ça la question. Et donc, avec cet étudiant, donc on a fait cette expérience. On avait un groupe qu'on appelait le groupe Apparier, qui a 5 fois odeur associée au sucre. Vous voyez? Donc, comme dans le film. 5 fois odeur sucre, séparé de 10 minutes. Ce groupe va, on le sait, apprendre et mémoriser, former une mémoire à long terme, comme vous l'aviez vu déjà. Et puis, on avait un groupe contrôle qui a aussi 5 fois odeur et 5 fois sucre, même expérience sensorielle, mais ce groupe-là ne pourra pas apprendre ni mémoriser parce que odeur et sucre sont déconnectés dans le temps. On ne peut pas faire l'association. Donc, ce qu'on va faire, c'est entraîner ces deux groupes, attendre 3 jours, parce qu'on sait que c'est la mémoire à long terme, et puis tester au 4e jour si l'abeille se souvient de l'odeur, ce qui logiquement sera le cas, vous l'avez déjà vu. Ici, il n'y aura pas de souvenir parce qu'il n'y aura pas eu moyen d'apprendre. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'ayant montré que ce groupe a une mémoire et ce groupe n'a pas de mémoire, on va aller dans les corps pédonculés, regarder et compter les microglomérules pour voir ce qui s'est passé. Et donc voici ce qui s'est passé, ça c'est le comportement. Donc l'abeille, le groupe d'abeilles apparié, qui a eu odeur sucre associée, logiquement apprennent, et vous voyez, c'est la courbe typique d'apprentissage. Le groupe qui a eu odeur et sucre, mais déconnecté, il n'apprend rien, c'est logique. Au 4e jour, on constate que le groupe apparié a toujours une mémoire, super. Le groupe non apparié ne peut pas avoir de mémoire parce qu'il n'a rien appris. Mais là, on va aller vers les microglomérules, vers les corps pédonculés. Et on va regarder à 2 endroits. On va regarder dans la région olfactive, tac, c'est là où on attend une modification, si modification il y a, puisqu'on a fait un apprentissage olfactif. Et on va aussi regarder dans la partie visuelle juste en tant que contrôle, pour dire que bon, ben là, normalement, il ne devrait pas avoir de changement, puisque ce n'est pas un apprentissage visuel. Voici ce qu'on a obtenu. Donc, regardez, ça, c'est la densité de microglomérules. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des outils de microscopie qui nous permettent non pas simplement de regarder cette image que vous voyez là, mais de rentrer en 3D et compter, donc par une unité de volume, la densité de microglomérules moyenne dans la structure d'intérêt. Donc, dans cette région-là, la région appelée la lèvre, la région olfactive que vous voyez là, vous voyez que le groupe non apparié, donc le groupe contrôle, donc qui n'a pas formé de mémoire, ben, elle a une densité basale de microglomérules, mais regardez ce qui s'est passé dans le groupe qui a formé de la mémoire. Non seulement ils ont appris, mais ils ont une mémoire à long terme. Regardez, la densité de microglomérules a augmenté. Il y a des nouveaux microglomérules.
Qu'est-ce qui se passe-t-il si on regarde là maintenant, dans la partie visuelle? Eh bien là, il n'y a pas de différence, rien ne change. C'est la même densité basale, vous voyez, et pareil pour le groupe qui a appris. Et c'est logique parce que c'est un apprentissage olfactif et non pas un apprentissage visuel. Donc la conclusion, c'est qu'il y a des nouvelles synapses qui ont été créées lors de cet apprentissage olfactif, cantonné à la région olfactive. Et si vous me demandez où est la mémoire, ben moi je vous dis dans ces nouveaux microglomérules qui ont été formés suite à la formation de la mémoire. Donc ce cerveau, ce petit cerveau est super performant. En plus, il est plastique, il change avec l'expérience, comme le nôtre. On vient de voir que cette région est modifiée suite à la formation de la mémoire à long terme et que c'est dans ces nouveaux microglomérules, hein, ces nouvelles connectiques, que doit être stockée la mémoire olfactive. Je vais arriver au dernier point, qui est celui du traitement des pesticides. Certains de vous pourront me dire, ouais, mais cette histoire de microglomérules, ça me dépasse, à quoi bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si, il fallait que je vous raconte ça parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre l'histoire des pesticides. C'était important de connaître. Donc, cette question est relativement nouvelle pour nous parce que je pense que vous avez compris qu'on fait de la recherche fondamentale à la base, qu'on s'intéresse à l'apprentissage, à la mémoire, le fonctionnement du cerveau, etc. Mais on s'est commencé à pencher sur ces problèmes dernièrement parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas être, comment dire, indifférent à toute cette problématique environnementale qu'on est en train de vivre actuellement. Vous êtes parfaitement au courant, j'imagine, de ce phénomène de disparition de colonies d'abeilles dans le monde entier. Vous avez entendu parler de ça. Vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qui sont mis en cause, dont les pesticides. Ce n'est pas le seul, mais c'est un facteur important. Et donc, c'est à ce moment-là où on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait, nous, apporter à ce débat? Nous, on ne fait pas des tests de terrain, etc., comme font des gens qui sont dans le domaine plus écologique. Hein. Ce n'est pas notre domaine. Donc, nous, on se dit, on peut voir, par exemple, d'autres types de phénomènes, comme par exemple l'impact de pesticides au niveau de ce que vous venez de voir, des microglomérules et leur organisation, sachant leur importance pour la mémoire et l'apprentissage, justement. Donc, on va aller poser cette question-là. Sachant que ces corps pédonculés sont une structure clé pour le stockage de la mémoire, vous le savez déjà, qu'arrive-t-il à ces structures quand les abeilles sont traitées à l'état larvaire, okay, quand elles sont des petites larves, avec des doses sublétales de pesticides? Et le mot-clé là, ici, est sublétal. Parce que sublétal, ça veut dire qu'il ne tue pas. Et effectivement, donc, puisque les compagnies qui vendent des pesticides, elles engagent plein de scientifiques qui travaillent pour eux, elles sont rigoureuses dans leurs tests, etc. Donc, ils ne vont pas mentir. Et quand elles disent, si on utilise le pesticide X ou Y à une dose sublétale préconisée, personne ne va en mourir. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, soyons clairs. Mais ce non-mourir, on va dire comme ça, est basé sur des tests de terrain, sur quantité d'abeilles dans une colonie, etc. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est non pas se baser sur ces critères-là, mais aller regarder à l'intérieur du cerveau de l'abeille qui ne va pas mourir pour voir ce qui s'est passé. Donc, la question est, bon, ok, les doses sublétales ne tuent pas, mais est-ce qu'elles affectent la connectique cérébrale? Et ça, c'est un travail qui avait été fait avec des collègues chinois. C'est eux qui l'ont fait, en fait. Mais parce que j'ai beaucoup travaillé en Chine avant le Covid. J'avais un poste de prof invité là-bas. Et et ces collègues, donc Peng et Yang, ont adopté les méthodes que vous avez vues, que je vous ai expliquées, de microglomérules, de comptage microglomérulaire, etc., pour aller vers cette étude-là. Donc, ce qui a été fait là, c'est ils ont traité des abeilles avec différentes doses sublétales. Il y a aussi des abeilles contrôle non tétrées. C'est des larves de 1 jour. Donc, vous voyez, c'est la toute petite larve, là, 1 jour de vie, minuscule vert, là, dans la cellule, qui va être traitée avec une gouttelette de pesticide dans un solvant. Et puis, ces abeilles vont être maintenues en incubateur jusqu'à l'âge adulte, parce qu'effectivement, elles ne vont pas mourir, elles vont se développer, et on dirait, à la limite, si on les regarde, des abeilles normales de l'extérieur. Mais ce qu'on fait, c'est, arrivé à l'âge adulte, on va faire l'analyse microglomérulaire que vous avez déjà vue. Donc, et voici le résultat. Donc, ce que vous voyez ici, c'est encore une fois une image que vous connaissez déjà, c'est la partie olfactive. Ils l'ont fait ailleurs aussi, hein, mais je vous montre juste la partie olfactive, puisque c'est celle qu'on vient de voir. Donc, pour rappel, hein, je suis en train de vous montrer
cette partie-là. OK? Bien. C'est que ici, il n'y a pas eu d'apprentissage, c'est juste larve un jour traité, on attend jusqu'à l'âge adulte 20 jours et on regarde cette structure-là. Là, ils n'ont pas utilisé deux couleurs, ils se sont dit à quoi bon, puisqu'il s'agit de compter les microglomérules et avec une seule couleur, on les voit, soit, parce que vous les voyez, hein, les microglomérules là. Et ça, c'est des abeilles contrôle, donc non traitées, vous voyez les microglomérules. Ça, c'est des abeilles traitées avec un ppb. Ça veut dire quoi, ppb? C'est en anglais part per billion, ça veut dire une partie par milliard. OK? Ça veut dire 10 à la moins 9. Donc vous faites 0 et puis vous ajoutez 0,00000, etc. Pour arriver à un ppb. Donc 10 à la moins 9, c'est une quantité infime, pratiquement inexistante. Ici, c'est 100 ppb, ça veut dire 10 à la moins 7. Ça reste infime, vraiment infime. Et puis là, c'est 5 fois 10 à la moins 7, ça reste toujours sublétal infime. Okay, c'est des doses, effectivement, que l'on peut trouver aussi dans la nature. C'est important de le dire. Donc, quand on regarde ça, là, on ne voit pas de grands changements en termes d'image. Là, on dirait qu'il y a des taches noires qui apparaissent, vous voyez. Et là, c'est devient de plus en plus noir. Mais logiquement, on ne peut pas se baser sur une impression subjective. Il faut faire ce comptage 3D, comme je vous disais tout à l'heure. Et voici ce que ça a donné. Ça, c'est des abeilles qu'on dirait normales de l'extérieur. Mais voici ce que ça a donné. Vous voyez encore une fois la densité de microglomérules. On a pris les contrôles comme le niveau de référence, 100%. Okay, celles qui ne sont pas traitées. Et puis, les abeilles traitées avec un ppb à l'âge de 1 jour, vous voyez, il y a une légère descente, mais ce n'est pas significatif. Donc, on ne peut pas dire que là, il y a une véritable descente, parce que la statistique ne dit pas que ça, c'est différent. Par contre, quand on a utilisé 100 ppb, 10 à la moins 7, ça reste infime. Là, c'est statistiquement important. Vous voyez, les animaux ont perdu 40% des microglomérules. Et si on fait 5 à la 10 à la moins 7, 5 fois 10 à la moins 7, les animaux perdent 60% des microglomérules. Donc, avec toutes les conséquences que maintenant vous pouvez imaginer, puisque vous avez vu que ces microglomérules sont fondamentaux pour stockage, formation de mémoire, etc., vous comprenez que cette perte aura des conséquences dramatiques pour l'apprentissage et la mémoire. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ces doses sublétales, certes, ne tuent pas, mais elles induisent des atrophies, des lésions cérébrales chez les abeilles adultes. On voit cette diminution significative de microglomérules, ce qui aura des conséquences évidentes pour l'apprentissage, la mémorisation et la survie. Et donc, pour ainsi dire, elles ne tuent pas ces doses sublétales, mais elles créent des individus lésés cérébraux, on va dire des cérébraux lésés, ce qui quelque part revient au même. Voilà, donc je finis. Je vais tout simplement conclure que ce qu'on a vu, c'est que ces abeilles sont des créatures cognitivement sophistiquées. On a vu qu'elles peuvent apprendre des concepts au-delà d'associations simples, ce qui, comme je disais, pose des questions hein, par rapport à notre place dans la nature et aussi par rapport à ce qu'on fait dans cette nature à des créatures comme celle-ci. On a vu qu'elles comptent, on a vu leur sens numérique qui représente les nombres dans l'espace selon une ligne mentale numérique de gauche à droite, hein, ce qui montre encore une fois cette convergence entre le sens numérique d'un invertébré et le nôtre. C'est quand même assez frappant. On a vu qu'elles ont un apprentissage olfactif très rapide qui leur permet d'établir des mémoires olfactives à long terme très robustes, que ce cerveau est plastique, qu'il change avec l'expérience, qu'il y a des nouvelles cognitions qui sont formées. Et on a vu que ces nouvelles mémoires sont stockées dans la connectique fine des corps pédonculés et que cette connectique peut être dégradée sévèrement par les doses sublétales de pesticides. En d'autres mots, voilà le pari. Pourquoi on s'intéresse aux abeilles quand on s'intéresse à la cognition, à l'apprentissage et à la mémoire? Ben, tout simplement parce que je pense que ce petit cerveau nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et au-delà de ça, je dirais, c'est un petit cerveau ou des petits cerveaux qui méritent beaucoup de respect et de protection. Voici les gens qui méritent tous les crédits de cette histoire. Hein. Donc, c'est la jeune équipe qui travaille avec moi. Ça, c'est Sorbonne Université, ce que vous voyez au fond. Et ça, c'est les gens qui ont décidé de me suivre dans l'aventure de venir de Toulouse à Paris et à qui je dis grand merci, de même qu'aux institutions et organismes qui nous financent. Donc, et grand merci surtout à vous pour votre patience.
Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Madame Bétiard, n'hésitez pas maintenant à poser vos questions. Ouais. Alors, merci beaucoup, Martin, pour cette conférence extrêmement claire et tu t'es mis à la portée de tout le monde. Et voilà, avec des travaux toujours aussi fascinants. Alors moi, je vais rebondir sur ta dernière partie, sur les pesticides. Donc, j'ai vu qu'une équipe, je crois que c'est une équipe d'INRAE, de l'Université de Mexico, qui avait récemment, cette année, donc couplé en fait l'activité de vol qui était, je crois, diminuée de 25% l'activité de vol quotidienne des abeilles en présence de pesticides neurotoxiques. Et ils ont couplé donc cela avec un modèle d'intelligence artificielle pour concevoir un outil donc performant de toxicovigilance, donc qui pourrait être indicateur donc de pesticides neurotoxiques. D'après toi, est-ce que justement cet indicateur, enfin, de cette activité de vol est la plus judicieuse, où ils auraient pu justement se baser sur autre chose pour mettre au point cet outil? Moi, je pense que bon, tout dépend de quelle est leur spécialité. Tu vois, par exemple, moi, on peut me reprocher, ou dans ce type d'expérience, on peut nous reprocher, comme on le fait d'ailleurs, ah oui, mais bon, le cerveau d'une abeille ou de 10 ou 30 ou 50 abeilles, c'est pas la colonie, donc vos résultats ne sont pas à prendre en compte, etc. Donc, évidemment, chacun a son domaine de spécialité. Si ces gens-là ont fait ce que tu décris, c'est fort probablement parce qu'ils travaillent là-dessus. Et je pense que ce qu'il faudrait arriver, Angélique, c'est avoir une sorte d'indicateur multiple, tu vois, un indicateur multidimensionnel où on ferait rentrer des données comme les nôtres, avec des données comme celles que tu décris, avec bien d'autres données, pour avoir une sorte de représentation multidimensionnelle pour arriver à une conclusion. Malheureusement, je pense qu'on est loin parce que pour l'instant, chacun travaille dans son coin, tu le sais trop bien. Oui. Et donc, mais bon, ça serait bien que d'un côté, les gens qui travaillent, comme je dis, sur le terrain, écoutent un peu ce que des gens comme nous, on a à dire, et de même que nous, on apprenne aussi de ce que les gens font dans le terrain, parce que ça peut nous donner des idées sur quoi tester ou quoi regarder, tu vois. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais poser une autre question, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Comme tu sais, moi, je travaille sur la relation entre donc l'abeille et le varroa. Donc, on sait que les sources de stress sont, comme tu l'as souligné, multifactorielles. Et est-ce que tu penses justement que le varroa pourrait injecter notamment une neurotoxine qui irait donc perturber le cerveau de l'abeille? Est-ce que tu as des... Donc moi, je n'ai jamais travaillé sur le varroa. C'est toi la grande experte, en fait. Sachez quand même qu'Angélique Bétillard, c'est une grande experte de ce domaine-là. Et donc, je suis honoré qu'elle soit là, d'ailleurs. Et non, je ne saurais pas te répondre à cette question. C'est certainement un facteur de stress, ça c'est clair. Mais s'il injecte des neurotoxines, je ne sais pas du tout. C'est quelque chose qu'il faudrait étudier. Si tu as des pistes, n'hésite pas à les partager. On pourra regarder ensemble. Oui, parce que je voulais m'intéresser notamment au mind control et bon, on en reparlera du coup parce que merci beaucoup Martin. Donc je vais lire les questions. Alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Bon, tu as des félicitations, mais ça... merci, c'est très gentil. Ta conférence, rien d'étonnant. Merci beaucoup, très intéressant, brillant, pédagogie, engagement, etc. Alors, tous les pesticides ne sont pas équivalents. A-t-on des informations à ce sujet? Oui et non. Donc, par rapport à l'expérience que je vous ai montrée, certainement non, parce qu'on n'a pas testé plein de pesticides. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. On a soumis un projet, donc Marie Curie, c'est un projet de type européen pour faire ça.
Et ben, on va voir si on arrive à avoir un financement et on pourra donc aller tester ça. Notamment, la question est intéressante parce qu'il y a des pesticides de nouvelle génération. Ce qui était montré dans l'expérience avec les collègues chinois ou des collègues chinois, c'était l'imidacopride, donc qui est un pesticide qui n'est plus forcément à la mode, quoique dans plein de pays du monde, on l'utilise encore sans aucun problème, alors qu'il est vraiment dangereux. Mais bon, mais il y a d'autres pesticides de nouvelle génération, sulfaflor, un truc comme ça, mais qui sont censés d'être moins nuisibles. Et justement, on veut tester si au niveau des paramètres qu'on sait faire, nous, ou quantifier, ben, si c'est effectivement le cas. Mais pour l'instant, effectivement, la réponse est sur le type de travail que nous, on a fait. On ne l'a pas fait. Et bon, comme je vous ai dit, c'est assez nouveau, ce type d'approche. Et il faut avoir des financements. Et vous savez, ces expériences-là ne se font pas comme ça, hein. Donc, en claquant les doigts, il faut avoir soit des étudiants, des thésards, des salaires. Bon, ben, ça demande un investissement assez conséquent et bon, ben, c'est pour ça qu'on a fait une demande. La seule chose que je peux vous dire, donc, c'est qu'on est conscient que pas tous les pesticides sont les mêmes et qu'on voudrait aborder ce problème et qu'on a une demande et on verra ce que ça donne. Merci. Alors, deuxième question, est-ce que vous étudiez les relations entre abeilles? Entre parenthèses, les transmissions d'informations entre elles via leur langage, leur vol. Oui, on a fait autre chose, mais c'est quelque part lié parce que c'est la transmission d'informations. Une des questions qui, quelque part, me tracassait tout le temps dans ce type d'études, par exemple dans l'apprentissage olfactif que vous avez vu, c'est de dire oui, mais finalement, tu testes l'abeille isolée de son milieu social dans le laboratoire. Certes, l'apprentissage et la mémoire est une capacité de l'individu, puisque c'est stocké dans un cerveau, et le cerveau, c'est dans l'individu, mais tu ne tiens pas compte du contexte social dans ça. Et donc, une façon d'aborder ce problème, c'est de dire, OK, comment pourrais-je faire venir le contexte social dans ce type de protocole d'apprentissage? Eh bien, c'est par le biais d'exposition aux phéromones. Les phéromones sont un code de communication, de transmission d'informations entre membres de la colonie. Il y a différents types de phéromones. Il y a des phéromones aversives, il y a des phéromones appétitives, il y a des phéromones de défense, etc. Bon, c'est des molécules chimiques libérées par des individus qui constituent des messages spécifiques pour les membres de l'espèce. Et donc, on a fait des expériences dans lesquelles on exposait les abeilles à certains types de phéromones différents. Et par la suite, on voyait comment l'apprentissage et la mémoire étaient impactés par le message phéromonal, par le message social, pour ainsi dire. Et on a trouvé des choses absolument fabuleuses. Donc, on a trouvé que les phéromones changeaient de façon dramatique l'apprentissage et la mémoire de l'individu. Si l'individu est exposé à une phéromone appétitive, ça veut dire une phéromone qui est utilisée, par exemple, pour marquer des sources alimentaires attirantes ou des choses qui doivent attirer les abeilles, eh bien, l'apprentissage olfactif, par rapport à une abeille non exposée, s'améliorer de façon spectaculaire. La mémoire aussi. Si au contraire on exposait l'abeille à une phéromone aversive, c'est-à-dire quelque chose qui doit plutôt orienter l'abeille vers la défense de la colonie, l'apprentissage que vous avez vu, qui est apprentissage odeur-sucre, ben là, il tombait à pic. Pourquoi? Parce que justement, quand on perçoit une phéromone qui dit attaque, défense, il faut défendre, c'est pas le moment d'apprendre forcément que l'odeur telle veut dire la récompense de sucre. C'est le moment d'apprendre autre chose. Donc ça, c'est un exemple, mais on a vu justement que ces phéromones non seulement transmettent des messages, mais, on va dire comme ça, modulent la capacité à apprendre et mémoriser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Autre chose qu'on a fait, c'est voir la capacité d'apprentissage social. Et c'est tout simplement que ces animaux peuvent apprendre en regardant l'autre. Ça a été montré. Et par exemple, une expérience typique, c'est qu'on a une abeille qui travaille dans une arène artificielle, enfermée, hein, donc il y a des parois en plastique ou vitres transparents, mais l'abeille, elle rentre par un tunnel. Et là, il y a des fleurs artificielles, on va dire jaunes et bleues, et seulement les bleus donnent la récompense. L'abeille est entraînée, elle rentre, elle va que dans les bleus, mais tout autour d'elle, sans pouvoir rentrer, il y a d'autres abeilles qui regardent, qui essayent de rentrer, mais qui ne connaissent pas le tunnel d'entrée qui est bloqué. Et puis, si à un moment donné, on laisse rentrer ces abeilles-là,
on voit qu'elles ne vont pas au hasard, même si c'est la première fois qu'elles vont dans l'arrêt, elles vont dans les bleus, ayant vu que l'autre travaillait sur les bleus. Donc, il y a possibilité de ce type de transmission. D'accord, merci Martin. Donc, alors, comment faites-vous pour colorer les neurones? On utilise ce qu'on appelle des sondes, des produits, par exemple en cristaux, qu'on dépose sur les tracts, c'est-à-dire les groupes de neurones, et qui pénètrent passent à travers la membrane et qui diffusent. Il faut par exemple attendre, par exemple, on pourrait faire l'expérience de déposer les cristaux colorés euh, euh, aujourd'hui l'après-midi, on va attendre jusqu'à demain. Et quand on arrivera demain, le cerveau sera typiquement là où on a déposé cette sonde et qui aura pénétré dans le neurone, ça sera coloré. On le verra coloré. Et on a différents types de sondes, différents types de colorants, etc., etc. D'accord. Alors, est-ce que des études similaires sont faites sur des abeilles et autres insectes sociaux non domestiques? Des expériences similaires. Les bourdons, par exemple, les bourdons, vous voyez les gros qu'il y a dans la nature. Il y a des équipes qui travaillent beaucoup là-dessus, surtout au niveau comportement, avec des résultats aussi très, très, très intéressants. Moins du point de vue moins du point de vue neurobiologique. Mais oui, bon, pour les expériences de comportement chez les bourdons, oui, il y en a pas mal et assez remarquables aussi. Euh, Après, sur d'autres insectes, c'est plus difficile. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que pour arriver à ce niveau d'étude, il y a des années et des années et des années de mise en place de protocoles. Par exemple, imaginez tout le temps que ça a fallu pour mettre en place ce fameux protocole des abeilles dans les petits tubes, tous les essais, erreurs, etc., échecs, jusqu'au moment où on a trouvé comment faire. Mais il y a des années et des années de travail. Il y a aussi le fait qu'on doit pouvoir élever les animaux pour accéder à un nombre important d'animaux pour chaque expérience. Et on a de la chance que les abeilles, comme les bourdons, c'est faisable, mais vous pouvez pas être des abeilles solitaires, vous ne pouvez pas élever en masse comme ça dans le laboratoire. Et donc, ça rend la chose plus difficile. Donc, mais effectivement, c'est une très bonne question parce que surgit la question, est-ce que les abeilles sont vraiment spéciales ou tout simplement ces capacités sont plus répandues que ce que l'on croit, et tout simplement c'est parce qu'on n'a pas regardé ailleurs qu'on ne les a pas trouvées. Ou au contraire, on pourrait dire, ah non, non, les abeilles sont vraiment spéciales car leur socialité est unique parmi les insectes et dans la nature en général. Mais on ne peut pas trancher dans cette question tant qu'on n'aura pas étudié d'autres espèces, de la même façon des espèces solitaires, par exemple. Et le jour où on pourra démontrer que des espèces d'abeilles solitaires ne sont pas aussi capables, ben là on dira oui, les abeilles, vu leur socialité particulière, sont spéciales. Par contre, je pourrais répondre pour la drosophile, vous savez, la mouche du vinaigre, parce que dans l'équipe, on a travaillé aussi avec la drosophile, et c'est un animal donc non social, un insecte non social. Et là, je pourrais vous dire que là, on peut avoir des drosophiles en masse parce qu'on les élève dans des tubes dans le laboratoire. On peut avoir autant qu'on veut. Et là, on aura de la neurobiologie même plus poussée que chez l'abeille parce que bon, tous les outils de génétique et de neurobiologie chez la drosophile sont plus forts encore que chez l'abeille. Et ce que je vous dirais, c'est que ces animaux apprennent logiquement et mémorisent, et on connaît beaucoup de l'apprentissage et de la mémoire des mouches, mais chaque fois qu'on a essayé des protocoles plus poussés, que simplement apprendre odeur veut dire sucre ou odeur veut dire choc, pour dire quelque chose, là, les mouches n'ont pas été capables. Et pourtant, on a essayé. Hein. Donc, on a essayé des protocoles plus complexes, etc. Les mouches restent dans les apprentissages tout à fait simples et ne vont pas au-delà. Ce qui voudrait dire que quelque part, les hyménoptères seraient particuliers, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas que les abeilles, les bourdons aussi. D'accord. Alors, est-ce que le système de petits neurones en glomérules entourant le neurone informateur et stockant la mémoire correspond à une formation structurelle existante chez d'autres animaux? Ah, c'est une bonne question, mais
C'est difficile à répondre parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des parallèles directs dans le sens où vous imaginez, le cerveau d'un insecte a des millions et des millions d'histoires évolutives différentes par rapport à un mammifère. Donc, je ne veux pas faire de dire, ah oui, cette structure, ça ressemble à telle structure cérébrale chez le mammifère, parce que ça serait un court-circuit, ça serait une simplification un peu rapide, pour ainsi dire. Ce que je dirais, c'est qu'il y a certains principes d'architecture néanmoins similaires entre ces cerveaux-là. Et c'est ce que j'ai voulu quelque part insister quand je vous parlais de l'organisation des corps pédonculés. Je vous disais que, par exemple, je vous disais que c'était un carrefour. Vous vous souvenez qu'il y avait arrivé des informations visuelles, olfactives, gustatives, de façon séparée, et que néanmoins, au sein de cette structure, il y avait intégration et combinaison de ces informations. Je ne veux pas dire que nous avons des corps pédonculés, mais ce qu'on a, c'est des structures cérébrales, par exemple le cortex associatif, où ce même type de fonctionnement ou d'architecture, on va dire, existe. C'est-à-dire on a arrivé séparé d'informations sensorielles différentes, et finalement on a une combinaison de ces informations pour aller vers ce que j'appelais des représentations multimodales. Et dans notre cas, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, je dis toujours, quand je me souviens de ma grand-mère, le souvenir de ma grand-mère n'est pas simplement le visage de ma grand-mère, c'est aussi, par exemple, l'odeur de sa maison quand je rentrais là-dedans. C'est aussi le goût de la tarte à pommes qu'elle préparait pour moi, parce qu'elle savait que j'adorais ça, et ainsi de suite. Vous voyez, ce souvenir se décline sur différentes modalités à cause de structures qui font ce travail de combinaison de représentation multimodale. Donc, on n'a pas de corps pédonculé, mais l'architecture et, on va dire, la fonctionnalité générale d'avoir quelque chose de similaire existe par ailleurs dans d'autres cerveaux. Je pense que c'était le sens de la question. Donc, dans les phases d'apprentissage, on utilise le sucre comme récompense et ensuite on enlève le sucre et on pose la question et on voit si elles suivent les concepts. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Donc, quand on étudie l'apprentissage, il y a deux phases. Il y a l'entraînement, et dans l'entraînement, on donne une récompense parce que c'est ça qui va pousser l'apprentissage. Et puis, il y a le moment du test. Et dans le test, on ne donne rien parce qu'on veut que l'animal montre ce qu'il a en tête, on va dire comme ça, qui va guider ses choix. Si on donnait une récompense, on pourrait renforcer, par exemple, une tendance alternative et donc on salirait l'expérience. Donc, dans toute expérience d'apprentissage, il y a la phase d'apprentissage où l'animal est récompensé, puis le moment du test où il n'y a plus rien. Donc, pour revenir, par exemple, à la toute première expérience, les animaux entraînés dans le labyrinthe, chaque fois qu'il y avait bleu, jaune, il y avait la récompense sur le choix correct. Mais au moment où on a présenté les patrons blancs et noirs pour la première fois à ces abeilles entraînées sur le couleur, là, il n'y avait rien. Donc, elles devaient montrer ce qui les guide sans une autre récompense qui s'ajouterait par-dessus. Donc, ça, c'est le principe du fonctionnement de l'expérience. Alors, la sélection d'une fleur unique est-elle une équivalence de l'accoutumance? Ça dépend de ce que vous entendez par accoutumance. Moi, je dirais que la sélection d'une fleur unique est le reflet de l'apprentissage et la mémorisation. Elles ont appris que la fleur telle est identifiable à partir de telle couleur, telle odeur, tel goût, telle position dans l'espace, etc. Et ce choix de fleur unique est donc le reflet de la mémoire, de l'apprentissage. Si on définit accoutumance par le fait d'avoir appris et avoir mémorisé, oui. Mais tout dépend de ce qu'on entend par accoutumance. Moi, pour être plus précis, je dirais que c'est le reflet de l'apprentissage et la mémoire. D'accord. Alors, est-ce que les études prévues sur les pesticides vont inclure les antivarrois utilisés tels que l'amitrate, le tofluvalinate et pas seulement le sulfoxaflor? Oui. Non, vous avez raison. Cette question, elle revient constamment. Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, même si on adorerait, non, parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas une force de travail
vous avez vu la photo finale, là, vous avez eu 5 ou 6 personnes dans l'équipe. Donc, chacun a son propre projet. Mhm. Il y a différents types de projets. Donc, malheureusement, on n'a pas une force de frappe avec 50 ou 60 membres d'équipe qui devraient être payés d'ailleurs pour tout faire. Malheureusement, on ne peut pas. Donc, mais évidemment que c'est une question importante. Évidemment que si on avait une armée de gens travaillant avec nous, on poserait aussi la question. On va pas à pas, pour ainsi dire. Et là, il y a un écho, pardon. Là, on va attaquer si on peut, le problème de cette nouvelle génération de pesticides. Si on arrive à avoir les moyens, déjà, il faut qu'on les ait, hein. Et puis, quand on aura des réponses, on ira peut-être vers d'autres éléments comme les produits que vous citez. Ouais. Merci. Alors, les pesticides ont-ils les mêmes effets sur le cerveau des abeilles adultes que sur le stade larvaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'a pas regardé le cerveau larvaire parce que c'est très difficile à cerner. Donc, le pesticide a été appliqué au niveau larvaire. Ok, soyons clairs, il a été appliqué au moment où la larve a juste un jour de vie. Et puis, les effets se voient par la suite, au long terme, 20 jours après. Donc, quel effet le pesticide a au niveau de la larve? Je ne peux pas le savoir parce qu'on n'a pas pu disséquer des larves et en plus aller regarder le cerveau de larves, ça serait un peu compliqué. Donc, je ne pense pas que je suis en mesure de répondre à votre question. La seule chose que je pourrais dire, que forcément, il y a un effet parce que si 20 jours après, on voit ses conséquences, c'est-à-dire que déjà au moment de l'application, ben, ça se maintient, ça se prolonge et ça continue. Je ne peux pas dire plus que ça, malheureusement. D'accord, merci. Alors, existe-t-il des neurones miroirs quand on parle de cette capacité à regarder l'autre? Oui, excellente question. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, sachez quand même que les neurones miroirs, c'est une découverte importante dans les neurosciences. Ça a été découvert par un chercheur italien, d'ailleurs un grand ami, Giacomo Rizzolatti, et qui a trouvé que c'est des neurones qui s'activent non seulement quand on fait une action, imaginez par exemple, je tends ma main et à un moment donné, il y a des neurones dans mon cerveau qui s'activent par cette action, mais aussi quand je vois que quelqu'un d'autre en face de moi fait la même action. Donc, c'est des neurones qui ont été associés aussi à ce qu'on appelle l'empathie. Empathie qui existe chez l'animal. Il y a plein de travaux qui montrent que certaines espèces de vertébrés sont empathiques. Et donc, chez ces espèces, par exemple les singes ou des rats, etc. Et on a trouvé donc ces neurones chez ces espèces-là qui s'activent quand non seulement je fais une tâche, mais quand autrui fait la même tâche. Et on a dit que ces neurones sont une sorte de base pour l'empathie aussi. Donc, chez les insectes et chez les abeilles, on n'a aucune idée de si ces neurones existent. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas non plus cherché de façon consciente, que je sache, parce que il n'y a pas ça c'est un truc qu'il faudrait faire. Ça serait bien de trouver si, au-delà des apprentissages sociaux dont on a parlé, il y aurait possibilité de montrer empathie chez l'abeille, parce que alors là, oui, la question des miroirs se poserait pleinement. Euh, et pourtant, on pourrait le faire, parce qu'il y avait eu une étude chez des fourmis, mais qui était pas très bien contrôlé, il y avait plein de trucs qui avaient été critiqués. C'était des fourmis qu'on avait attachées par une patte et qu'on avait recouvert quelque part pour qu'il y ait juste le thorax et la tête qui sortent avec du sable. Et ces fourmis étaient là en train de patauger, etc. Et puis il y avait des fourmis qui arrivaient et la libéraient en coupant le fil qui les tenait, en déterrant la patte et coupant le fil pour les libérer. Donc, ce qui avait été décrit comme une attitude empathique, et surtout parce que c'était des fourmis non seulement de la même espèce, mais de la même colonie. Si c'était la même espèce, mais d'une colonie différente, ça ne marchait pas. Et encore moins si c'était d'une espèce différente. Mais bon, il y avait plein de facteurs qui étaient mal contrôlés, comme par exemple que ça pourrait être une réponse à la libération de phéromones ou d'autres choses comme ça.
Mais peut-être si on concevait une expérience pour tester l'empathie chez l'abeille, on pourrait aller vers ces miroirs. Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, la réponse c'est qu'on ne connaît pas. Merci. Et enfin, donc une dernière question. Des études ont-elles été menées sur le frelon asiatique et notamment sur la capacité des abeilles domestiques à les combattre? Oui et non, c'est-à-dire les abeilles domestiques asiatiques, certainement. Le frelon vient d'Asie et il y a des abeilles en Asie, logiquement, une autre espèce, Apis cerana, mais qui est aussi élevée dans des ruches, qui donne aussi du très bon miel d'ailleurs, etc. Et ces abeilles asiatiques qui ont évolué donc avec le frelon ont développé des méthodes de défense naturelles que nos abeilles européennes n'ont pas. Notamment, elles ont une capacité assez exceptionnelle qui est celle de griller les frelons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les frelons explorateurs arrivent, avant qu'il y ait la grande attaque, il y a toujours un ou deux explorateurs qui arrivent pour informer qu'il y a une ruche là, eh ben, ces abeilles se mettent en masse à l'entrée de la ruche, donc elles recouvrent toute la paroi de la ruche comme un tapis d'abeilles, et dès que le frelon s'approche, elles se lancent tout en masse sur lui, et par une contraction extrêmement élevée et forte des muscles thoraciques, bon, elles augmentent la température dans cette boule d'abeilles au centre de laquelle se trouve le frelon, et on peut le voir hein, avec des caméras thermiques. Donc, elles augmentent la température à des niveaux très élevés au sein de cette boule d'abeilles et donc elles grillent le frelon. Cette capacité n'existe pas chez les abeilles européennes parce qu'elles-mêmes, elles ne toléreraient pas ces températures, alors que les abeilles asiatiques les tolèrent. Mais plusieurs apiculteurs me rapportent de plus en plus qu'ils voient un comportement nouveau chez les abeilles européenne d'ici, c'est que c'est cette sortie massive de la ruche et la création de ce fameux tapis vertical d'abeilles, sans que pour autant ça aille vers sauter sur le frelon et faire la boule. Mais c'était déjà très surprenant pour moi qu'on me raconte ceci. Après, c'est des observations. Je n'ai pas vraiment la quantification pour dire oui, c'est scientifiquement comme ça, c'est prouvé, c'est statistiquement réel, etc. Mais si c'est effectivement le cas, c'est une information intéressante parce que ça voudrait dire que très rapidement, il y a eu déjà ce changement. Et bon, est-ce qu'il y aura passage à l'étape suivante? À voir. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de défense réelle des abeilles européennes par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Je te lis Merci quelques à petits commentaires. Beaucoup disent qu'ils n'iront plus voir leur ruche de la même façon, vous. que ton exposé était brillant. Bon, c'est trop Merci gentil. pour le partage, la pédagogie, ton engagement. Information très intéressante, très informative, très intéressant. Je ne vais pas tout te lire, mais tu Bon, n'as que non, des éloges. un grand merci à vous et un grand merci aux organisateurs. Merci Mathieu, merci Angélique. Hein. Merci à vous. Vraiment,